C'est parti, pour les brèves, Adrien, je te donne la parole enfin, puisque tu vas nous parler de 2 spin-offs possibles et dans les cartons pour Peaky Blinders. Exactement, ça a été annoncé dans la dernière newsletter de Bloomberg, le site américain Bloomberg, qui en fait annonce qu'il y aura potentiellement 2 spin-offs pour Peaky Blinders. Il y avait déjà des rumeurs d'un film en fait. Peaky Blinders, justement, Margot Robbie très récemment avait demandé à Cillian Murphy s'il était chaud pour un film. Lui est chaud plus ou moins parce que... Il se fait désirer peut-être. Il se fait un peu désirer, etc. Mais en tout cas, là, c'est plus ou moins confirmé ces 2 spin-offs. En gros, on le sait, Netflix en fait a attiré des dizaines de millions d'utilisateurs avec plein de séries, House of Cards, Stranger Things, etc. Et là, il commence à se transformer un petit peu en studio hollywoodien traditionnel, en produisant beaucoup plus de suites, de préquels, de reboots et de spin-offs. Et donc, Bloomberg nous révèle que cela inclut une éventuelle en fait série télé située dans l'univers de la franchise, donc Peaky Blinders, avec deux, j'ai dit une, mais en fait c'est 2 séries télé, une qui se déroulerait à Boston au milieu du XXe siècle, quelques décennies en fait après les Peaky Blinders originaux, et une autre série télé spin-off qui se concentrerait sur Polly, la matriarche du clan Shelby. D'accord. Voilà. On n'en sait pas plus pour l'instant. Bloomberg, c'est une référence absolue. Il lâcherait pas une info comme ça sans avoir vérifié. Bien sûr. Donc, et puis, c'est pas étonnant du tout de la part de Netflix de vouloir capitaliser sur leur grosse licence. Peaky Blinders est un énorme succès. Bien entendu. Cillian Murphy, voilà, avec Oppenheimer et complètement dans les trends. Voilà. Clairement. Peaky Blinders, bon, on en a parlé déjà la semaine dernière autour de cette interview. Ce face-à-face, Margot Robbie et Cillian Murphy, c'était logique qu'on en reparle. Et effectivement, Netflix qui sort la machine, on va dire, à imprimer des dollars et à réintroduire, à réimprimer les mêmes choses en fait. On a parlé aussi d'un spin-off de Wednesday cette semaine, des choses comme ça. Autour de l'oncle fétide, apparemment. Bon, c'est de créer des univers autour de leur série. Ouais, exactement. L'argent appelle l'argent, bien entendu. L'argent appelle l'argent aussi, probablement, avec le 4e épisode de Kung Fu Panda qui s'est révélé cette semaine avec un nouveau trailer, un premier trailer en réalité. Le film sort début mars 2024. C'est probablement une des attentes de certains pour l'année prochaine. Kung Fu Panda, moi, personnellement, j'aime beaucoup. C'est cool. Les films Kung Fu Panda. Un 4e revient, bien entendu, avec Jack Black toujours dans le rôle titre. Et Manu Payet à la VF aussi. Tout à fait. Ce qui nous intéresse ici présentement, c'est la potentialité que Kung Fu Panda 4 lance une nouvelle trilogie, puisque il y aurait Kung Fu Panda 1, 2 et 3, et Kung Fu Panda 4, 5 et 6. Ce qui est potentiellement intéressant, parce qu'il y a quelques années déjà, le projet Kung Fu Panda était potentiellement on dit une hexalogie, une sexalogie, je ne sais plus. Pour 6 films Pour 6 films, je sais plus. Tout. Enfin bref. Une série de 6 films était pensée comme une série de 6 films, ça avait pris un petit peu de temps entre l'épisode 3 et l'épisode 4, et désormais, potentiellement, le 4 pourrait relancer cette machine, et c'est une question qu'a posée le site Next Best Picture au réalisateur et à la productrice en exclusivité, et tous deux se sont prononcés, ont été un petit peu évasifs, mais le réalisateur, qui s'appelle Mike Mitchell, a dit, grosso modo, c'est tout à fait possible. Je pense qu'on ne se lassera jamais de voir Jack Black dans le rôle de ce panda. Il dit que vraiment ce personnage-là lui colle vraiment à la peau et à la voix. On pourrait le regarder indéfiniment, cela étant dit, nous avons fait le chapitre le plus épique de cette licence avec celui-ci, donc avec ce 4e film. Notre mission était de produire le meilleur film possible à voir au cinéma, c'était notre mission dès le début, on verra bien. Donc, visiblement, ils ont vraiment tout donné avec ce 4e épisode, en faisant revenir des anciens personnages, en ajoutant d'autres, etc. Donc, il y a du potentiel avec cet épisode 4, surtout que, comme on le voit en filigrane dans ce trailer, l'idée c'est que Po, le personnage principal de Kung Fu Panda, va être amené à peut-être se trouver un successeur, et donc, potentiellement, effectivement, relancer la franchise, mais pas forcément avec lui dans le rôle principal, donc pourquoi pas. Ouais, et surtout c'est rigolo, dans ce trailer ils font
un retour sur tous les grands méchants Ouais. de la franchise. En fait, t'as les 3 premiers méchants en fait, qui reviennent à chaque fois. Exact. Donc c'est une sorte de boss run hein, qui se fait C'est ça. dans le trailer. C'est rigolo, je trouve que c'est une bonne idée. Et je suis pas un grand fan du tout hein, de Kung Fu Panda, mais je la regarde avec grand plaisir. Grave. C'est jamais le film où je me dis, tiens, génial Kung Fu Panda, mais si je tombe dessus, aucun problème. Ouais, grand plaisir de regarder ça. Effectivement, c'est pas mes films d'animation préférés, mais il y a quand même une qualité dans ces films. Et quand je tombe dessus, c'est avec plaisir que je regarde quelques minutes du film, bien entendu. Donc Kung Fu Panda 4 à surveiller début mars 2024. On vous en parlera peut-être au moment de sa sortie. On revient avec Netflix qui à nouveau continue l'impression de billets Adrien, puisque on a eu une news très étonnante de la part de Netflix au sujet de One Piece. Oui, alors One Piece en fait, qui a eu le droit à une sorte de reboot, remake. En gros, pour la faire très simple, One Piece c'est un dessin animé, c'est un animé diffusé depuis la fin des années 90, depuis octobre 99 au Japon. La diffusion de l'animé One Piece est toujours pas terminée. Hein. Faut savoir que c'est vraiment toujours en cours et que c'est regardé par des millions et des millions de téléspectateurs à travers le monde. Et évidemment, au Japon, c'est un énorme carton. Depuis, en fait, le succès de la série live action sur Netflix, Netflix a une petite idée en se disant mais attendez, est-ce que les gens qui ont envie de se mettre à One Piece l'animé, ça va pas les décourager de voir qu'il y a plus de 1000 épisodes et qui sont pas forcément disponibles sur notre plateforme non plus, en tout cas pas partout dans le monde. C'est le cas en France, on n'a pas le droit à Netflix, on n'a pas le droit à One Piece l'animé sur Netflix. Et ils se sont dit tiens, est-ce qu'on referait pas en fait le début de One Piece l'animé avec une toute nouvelle équipe, une équipe qui est pas la dernière, parce qu'en fait c'est l'équipe qui s'est occupée des saisons, alors je vais pas dire les bonnes saisons, mais en tout cas des meilleures saisons de ce qu'on m'a dit de l'Attaque des Titans et en animation. Et en fait leur but c'est de recréer le début de l'animé One Piece avec des nouveaux graphismes, une nouvelle réalisation, une histoire raccourcie aussi, on imagine en fait que ce soit une forme de kai. Pour ceux qui connaissent, en fait c'est tous les épisodes d'animé qui sont raccourcis, où on enlève tous les épisodes filler en fait qui servent pas à grand chose pour vraiment avoir une version condensée, efficace. Et donc ce serait l'objectif de Netflix avec cette nouvelle série qui s'appellerait The One Piece, qui s'appellera pas juste One Piece mais The One Piece, pour différencier j'imagine avec l'animé original. Oui. Et on n'a pas de date de sortie encore exactement, ils sont en train de bosser dessus, il y a quelques artworks dévoilés dans une bande annonce mais très rapide. Mais je trouve que c'est une bonne idée parce que encore une fois moi je l'avais dit à la sortie de One Piece, le live action sur Netflix, je ne connaissais pas grand chose, voire quasi rien du tout en fait de la série. J'ai été tout de suite happé par l'univers, j'ai acheté les mangas direct, j'ai commencé à mettre à l'animé et j'ai eu cette réflexion dont je viens de parler de il y en a beaucoup trop, je vais jamais avoir le temps, je n'ai plus 12 ans, je ne suis plus au collège et malheureusement j'ai un travail, ce qui va être très compliqué de tout regarder. Donc je me dis qu'une version de une version déjà remasterisée en tout cas en fait, c'est pas mal, plus raccourci, je dis bon coup. Bah pourquoi pas, écoute, moi c'est vrai qu'en ce moment pour être en train de me refaire Naruto, c'est parfois compliqué avec tous ces épisodes filler, de se dire mais attends, mais en fait ça je dois le regarder ou je dois pas le regarder. Et j'imagine que One Piece c'est un peu la même chose, puisque bah, les séries animées japonaises sont un peu faites comme ça, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Je trouve que c'est une bonne idée. Je suis curieux, et peut-être que, tu sais, c'est toujours assez pratique de repartir à l'épisode 1 et de se dire « Ah, c'est mon moment d'entrer là-dedans, quoi. » Oui, exactement. Ils font souvent ça avec les comics, donc ce serait pas étonnant que ce soit l'objectif. En tout cas, si c'est de qualité, et si c'est bien fait, il n'y a pas de raison que ce soit nul. Hein. Ouais, non. Très bien. Est-ce que il y avait des raisons que ce soit nul, cette post-logie Star Wars? C'est la question que je vous pose. Et bien écoutez, en ce moment, on a Adam Driver, donc Kylo Ren, qui fait la tournée des popotes en ce moment, puisqu'il est en train de promouvoir le film Ferrari, qui est en train de sortir aux États-Unis particulièrement. Et il s'est exprimé auprès de Rich Eisen dans son talk show, pour une interview aux États-Unis, et il s'est exprimé au sujet de la façon dont son personnage a évolué entre le moment où il a lu pour la première fois le premier script de Star Wars 7 et le produit final qui est Star Wars 9.
Et visiblement, ça a beaucoup évolué. Ouais. Comme on s'en doute, et comme on l'a vu sur pièce entre les épisodes 7, 8 et 9. Mais je crois que c'est la première fois qu'il s'exprime là-dessus. Daisy Ridley s'était déjà exprimé au sujet de son personnage en 2020. Voilà ce que dit Adam Driver. Il dit « J.J. Abrams m'a raconté ce qu'il voulait faire du personnage. » Et donc à la première lecture du script, donc c'était dans un endroit très secret, évidemment, dans une petite salle où il pouvait pas partir avec le script, etc. Il dit « J'avais un arc narratif global sur les 7, 8 et 9. Son idée était que le périple de Kylo Ren soit l'inverse de celui de Dark Vador. Là où Vador commence en tant que personnage le plus confiant et le plus engagé dans le côté obscur, et puis au bout du dernier film, donc l'épisode 6, il est le plus vulnérable et le plus faible de ce point de vue-là. Non, je te parle de Dark Vador là. Ah ok, excuse-moi. Ouais. Il voulait faire l'inverse avec Kylo Ren. Ce personnage était le plus perdu et vulnérable au début des 3 films, on va dire, Star Wars, de la postlogie. Et il aurait été le plus engagé dans le côté obscur à la fin de ces 3 films, dans l'épisode 9. J'ai essayé de garder cet arc en tête, peu importe ce qu'était le périple, on va dire, peu importe... le voyage, enfin peu importe l'atterrissage, l'important c'est le voyage grosso modo, parce que ça a changé durant le tournage, et ça on l'a vu, mais j'étais concentré sur cet arc-là. Voilà ce que dit Adam Driver, puis ensuite Rian Johnson a proposé ce qu'il appelle entre guillemets une direction différente, avec les derniers Jedi, et je cite encore, mais elle convenait toujours au personnage tel que il l'avait imaginé, lui Adam Driver. Et alors là, c'est la dernière citation qui est importante. Pour le dernier film, donc l'ascension de Skywalker, ça a changé pour parler d'eux, donc de Kylo Ren et de Rey, et de la dyade, et de ce genre de choses. C'est devenu à propos de Ben Solo. Il n'en avait jamais été question, dit-il. Il était Ben Solo depuis le début, mais il n'y avait jamais eu de version où on verrait Ben Solo quand j'ai signé pour la première fois. Donc quelque part, on est en train de nous faire comprendre, enfin Adam Driver nous fait comprendre que ça a tellement changé qu'en fait c'était plus du tout ce qu'on lui avait proposé au tout début, au moment où il avait signé. Ce qui ne surprendra personne, bien entendu, étant donné le produit final qu'on a eu, c'est-à-dire que c'est une vraie cacophonie en fait, cette postlogie Star Wars, avec cet épisode 7 qui est un remake de l'épisode 4, ce qui à la rigueur, bon, soit. Un épisode 8 qui casse un petit peu le carcan de tout ça, et puis un épisode 9 qui essaie de recoller un petit peu les morceaux en faisant en sorte de réécrire un petit peu ce qui était dit dans l'épisode 8, et puis au final on va dire un atterrissage qui est plat au possible. Ouais. C'est catastrophique, particulièrement l'épisode 9, et donc du coup cet arc global qu'on proposait à Adam Driver n'a pas du tout été tenu, parce que on a fait absolument n'importe quoi. C'est une interview qui a été filmée et tu sens qu'il est déçu, ça se voit. Tu m'étonnes. Tu sens que le mec il est... tu m'étonnes qu'il est déçu. Ça maintenant, mais c'est vrai qu'il est très déçu et qu'on lui avait vraiment proposé quelque chose de beaucoup plus solide à la base. Ce qui m'étonnera toujours avec cette postlogie, c'est le fait qu'ils aient pas assumé le fait que Johnson ait tout cassé dans le 8. Exact. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais il faut l'assumer en fait. À partir du moment où c'est fait, c'est fait. C'est fait. Tu peux pas recoller les morceaux, ils ont pas réussi d'ailleurs. Et ce qui m'étonnera aussi, c'est d'avoir confié le truc à Johnson et d'avoir validé son script. J'aime beaucoup le 8. Moi aussi. Pas, voilà. Tous les deux, on aime beaucoup le 8. On aime beaucoup le 8, mais fait pas du tout partie des haters. Les gars, si vous aviez dans l'idée de faire autre chose avec par exemple Ben Solo, fallait pas valider ce script en fait. Donc, exactement. Fallait partir sur autre chose. Toujours très compliqué, et le 9 m'est sorti de l'esprit tout de suite après la séance. Je me souviens de presque rien du 9. Cette séance a été compliquée. Ouais, je vais pas vous mentir. Mais bref, voilà donc pour cette prise de parole qui est quand même assez intéressante et assez symptomatique de ce qu'a été la création de cette postlogie Star Wars chez Disney et chez Lucasfilm, qui montre bien que ça a été fait sans queue ni tête, quoi, et sans vision, et c'est bien le souci, c'est le reproche principal que je fais à cette postlogie, personnellement. Pareil. Parlons de X-Files. X-Files, potentiel reboot, potentiel spin-off, potentiel suite, j'ai rien compris. Alors, en gros, c'est toujours dans la même newsletter de Bloomberg. Disney, en fait, X-Files maintenant appartient à Disney parce que c'est la Fox. Et donc, Disney a dans l'idée, évidemment, de développer aussi ces séries, ses propriétés intellectuelles, donc de faire comme Netflix, évidemment, de faire des suites, des spin-offs, etc. Sauf que là, d'après Bloomberg, il y aurait dans l'idée de créer une nouvelle série X-Files
donc vraiment pas de faire une suite comme on avait eu il y a pas si longtemps que ça avec David Duchovny et Gillian Anderson. Suite qui était plutôt pas mal, c'était quelques épisodes, mais c'était plutôt ok. Donc là, ce serait de refaire une nouvelle série avec Ryan Coogler à la tête de cette série. Ryan Coogler qui est quand même le réalisateur de Black Panther et de Creed. Donc pas n'importe qui non plus, et je l'aurais pas vu là-dedans, je l'aurais pas forcément vu à la tête d'un projet X-Files de reboot, vraiment clairement de X-Files. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait, c'est les seuls à avoir sorti l'info, mais je me dis, ça peut être intéressant, ça, avec X-Files, il y a des choses à développer. C'est quasiment impossible pour moi de faire oublier le duo Mulder-Scully, mais est-ce qu'ils vont réutiliser d'ailleurs le duo Mulder-Scully, ou est-ce qu'ils vont partir sur autre chose? Mais avec aujourd'hui toute cette société en mode fake news, etc., il y a moyen de faire des trucs, des trucs intéressants. Et avec les effets spéciaux d'aujourd'hui aussi, parce qu'X-Files a pâti de ça, malheureusement. Les effets spéciaux étaient parfois un peu cheapos. Maintenant, on pourrait faire des trucs bien plus propres. Donc voilà. Écoute, pourquoi pas, Information intéressante. Alors, quand est-ce que ça va se faire et à quel terme, on verra bien. On a un peu de temps, je pense. Bien entendu, on a le temps de voir venir. Dernière brève qu'on vous a sélectionnée pour ce dernier Pop News de l'année, c'est Jason Momoa, qui, évidemment, lui aussi, il fait la tournée des popotes pour promouvoir Aquaman et le Royaume oublié, je crois. Tellement oublié que j'ai oublié le titre, je crois. Et qui a donné des informations auprès de Entertainment Tonight aux États-Unis, qui lui demandait est-ce que vous seriez chaud pour rempiler en tant qu'Aquaman pour un 3e film ou pour une nouvelle apparition dans le futur DC Studio de James Gunn et Peter Safran. Et là, il a donné des informations, il a donné son sentiment suite à cette situation, et il n'est pas si positif que ça en fait. Il dit je veux pas forcément que ce soit la fin, donc lui il aimerait bien que ça continue, mais je pense pas que ce soit vraiment un choix qui lui soit proposé en vérité. Il rappelle que James Gunn et Peter Safran veulent débuter leur propre truc, évidemment, qui démarrera en 2025, rappelez-vous, en juillet avec Superman Legacy. Et ce qui est intéressant, à la fin, la vérité, c'est que si le public aime Aquaman 2, alors il y aura une possibilité. Mais là, tout de suite, je me dis, ça a pas l'air très bien parti. Non. Voilà ce qu'il nous dit, donc en gros, soit il a déjà des échos des préventes du film, ce qui n'est pas incertain, soit il a déjà des échos de ce que veulent faire James Gunn et Peter Safran du personnage, et peut-être que soit ils n'ont pas prévu qu'Aquaman refasse une apparition tout de suite, soit ils n'ont pas prévu que ce soit Jason Momoa dans le rôle, soit il n'a pas prévu de rempiler. Mais je crois pas que ce soit lui, a priori, le problème, Jason Momoa, a priori. Non, parce que je pense qu'il aime bien le personnage. Je pense qu'il aime bien le personnage d'Aquaman. Rappelons aussi que c'est la fin du DCEU avec Aquaman 2, là. C'est le dernier film du DCEU. C'est le dernier projet, dans le slot, quoi. Donc là, je pense que les mecs, ils vont faire table rase, ça y est, ils ont compris qu'il fallait passer à autre chose. Donc s'il revient, ce sera sûrement dans la peau d'un autre personnage de DC, parce qu'il est pote avec James Gunn, quoi. Mais je pense qu'Aquaman... Ouais, la rumeur lui a prêté des négociations autour du personnage de Lobo, alors lui-même l'avait demandé il y a des années. Est-ce que ça va vraiment se faire? Est-ce que c'est vraiment prévu? C'est difficile à dire. Pas sûr, à voir. C'est difficile à dire. En tout cas, on vous parlera sûrement d'Aquaman 2 quand il sortira, on essaiera d'en parler peut-être en reco si on peut, sinon on en parlera bien plus tard, mais voilà. Je sais pas trop comment on pourrait éventuellement sur TikTok à la faveur d'un short ou d'un format vertical, pourquoi pas quand on l'aura vu. C'est pas impossible. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ces petits réseaux-là, et j'en profite pour vous rappeler que nous avons une page Ko-fi. Une page Ko-fi qui vous permet de financer le podcast à hauteur de ce que vous pouvez. À partir de 1€ par mois, vous pouvez devenir membre et donc participer indirectement ou directement à l'émission en posant vos questions. Donc n'hésitez pas à le faire, tout ça, ça passe par la page Ko-fi et par le serveur Discord. Donc n'hésitez pas, puis nous, ça nous fait un petit coup de pouce, puisque le podcast a des coûts fixes, qui nous sera évidemment très heureux de pouvoir partager avec vous.
Tout à fait. Petite information qui vient de tomber au moment où on enregistre ce Dans podcast. l'oreillette. Ceci est une breaking news, mesdames et messieurs. Parce que nous n'avions pas spécialement prévu de vous parler du procès de Jonathan Majors qui se tient depuis quelques semaines déjà. Mais visiblement, il y a eu une prise de décision de la part du jury sur un certain nombre de charges. Jonathan Majors a été reconnu coupable, a été trouvé coupable de certains de ses chefs d'accusation. Alors pour être très précis, il a été reconnu coupable sur un des chefs d'accusation d'agression au 3e degré et d'un des chefs d'accusation de harcèlement, mais il a été également acquitté sur un des chefs d'accusation d'agression et un autre de harcèlement aggravé par un jury qui était réuni ce lundi, donc au moment où on enregistre ce podcast, à Manhattan. À l'heure actuelle, nous n'avons pas d'idée de la sentence et de tout ce qui va s'en suivre. En revanche, à partir du moment où il y a le mot coupable qui est prononcé dans ce genre de cas de figure, qu'est-ce que ça veut dire pour cet acteur qui, on le rappelle, Jonathan Majors, c'est Kang dans le Marvel Cinematic Universe pour Marvel Studios, il y comptait fort. Est-ce que c'est déjà cuit pour lui ? Bah, ça l'a été déjà plus ou moins, hein, mais juste je veux revenir sur cette breaking news, je trouve ça génial, c'est notre première. C'est vrai. Il y a un truc, t'as tellement bien parlé, il faut qu'on prenne un bandeau à la BFM, là, il faut qu'on fasse un truc. Ouais, il faut que je taffe là-dessus. C'est... breaking news. Non de l'apprendre, Jonathan Majors a été condamné. Non, voilà, je trouve que c'est une news évidemment extrêmement compliquée pour Marvel. C'est très bien que la justice fasse son travail, évidemment. Mais Marvel, là, est dans la panade. Je pense qu'ils avaient prévu le coup. Hein. Oui, je pense que ça fait un moment qu'ils s'y préparent. C'est sûr et certain qu'ils ont un plan B. Hein. Ouais. Le plan B, on va pas passer notre soirée là-dessus, hein, mais le plan B et le plus probable, en fait, ce serait de mettre en avant un autre méchant. Et ce qui se murmure, en fait, ce serait que l'autre méchant, ce soit Dr. Fatalis. Donc des 4 Fantastiques, le méchant. Dr. Doom. Dr. Doom. C'est Fatalis en français. Hein, ouais, je crois. Et nous sommes une émission française, monsieur. Ah non, commencez pas. Non, attendez, je vous ai laissé parler, laissez-moi parler. Voilà, merci. On peut plus rien dire. Plus rien dire. Voilà, on est en France. Plus rien dire. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, j'enlève mes lunettes. Petite référence à une émission bien connue du PAF. Donc voilà, je pense que Fatalis, c'est une bonne idée parce qu'ils ont les 4 Fantastiques qui arrivent aussi. Pas si longtemps que ça. Et ils peuvent faire durer un petit peu et faire monter la sauce autour de Fatalis, qui est un incroyable méchant qu'ils n'ont jamais exploité vraiment dans le MCU. Pas du tout, en fait, dans le MCU. Voilà. Mais en tout cas, la news va faire grand bruit dans les journaux. C'est évident. C'est évident. Pour rappel, Jonathan Majors avait été arrêté en mars dernier par la police et avait en fait été accusé par son ex-petite amie, qui s'appelle Grace Jabari, qui l'accuse d'un certain nombre de choses, notamment de harcèlement, d'agression, etc., une relation un petit peu de domination, bref. Donc visiblement, le jury a pris des décisions, acquitté d'un côté, coupable de l'autre. Jusqu'où ça va aller, a priori la condamnation aura lieu en février prochain, donc ça suit son cours, mais c'est quand même très mal embarqué pour l'acteur a priori. Ouais.